Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour ce nouveau webinaire CFS+. Et je suis cet après-midi avec notre ami et collègue Jacques Rouzet, qui partage les mêmes locaux que nous à Paris, et puis avec Alexa, qui est, elle, à Bordeaux. Bonjour à tous. Bonjour. Et nous allons cet après-midi avec Alexa et Jacques vous parler donc de comment transformer son organisme de formation en entreprise de formation. Et avant, Cathy, tu peux envoyer le sondage pour essayer de savoir qui est là, qui êtes-vous, pour avoir une petite idée de qui vous êtes. On reviendra sur le résultat de ce sondage plus tard, et puis vous pouvez répondre, prenez le temps de répondre, et puis nous avançons vers notre webinaire. Alors, d'abord, transformer son organisme de formation, pourquoi ? Ça va être l'introduction de notre discussion. Ensuite, on va aborder 5 points clés qui sont ce que la réforme de 2018 a changé pour le secteur de la formation professionnelle. Ensuite, comment effectuer son diagnostic interne, externe, transformer son entreprise, son organisme de formation en entreprise agile. On verra ce que ça veut dire. Comment capitaliser sur l'intelligence collective, sur l'intelligence de son entreprise, et sur Calliope, parce que Calliope est un petit peu la base et le fil conducteur de notre réflexion cet après-midi autour de transformer son organisme de formation en entreprise de formation, optimiser l'expérience client et apprenant. Cette optimisation de l'expérience client et apprenant, comme nous allons le voir, c'est aussi la base de Calliope. Et puis, un temps de débat, de discussion avec vous à l'issue de nos échanges. Voilà, donc on va commencer peut-être par Alexa, qui va nous introduire un petit peu sur pourquoi transformer son organisme de formation en entreprise de formation. Qu'est-ce que l'on veut dire par là, Alexa ? Exactement. Alors effectivement, ça va être un petit peu le fil conducteur de notre webinaire, et on a voulu être un peu différent des webinaires que vous avez pu peut-être suivre précédemment, et introduire cette notion effectivement d'organisme qui passerait vers une entreprise plus agile, plus résiliente, vers quelque chose de beaucoup plus adapté et adaptable. Alors, si on part de cette diapositive, vous voyez l'acronyme VUCA. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? C'est un acronyme anglais à la base qui signifie Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Et ça a été introduit par le US Army War College dans les années 90 pour décrire le monde d'après l'effondrement de l'URSS. Ce monde était devenu multilatéral, donc beaucoup plus volatile, plus incertain, plus complexe et plus ambigu, d'où l'acronyme trouvé ici. Aujourd'hui, on le voit, la mondialisation de l'économie, l'omniprésence de la technologie, la volatilité des marchés et donc des clients, la multiplicité de réglementations parfois complexes, et la crise sanitaire que l'on affronte au niveau planétaire, sont finalement autant d'invitations pour toutes les entreprises, et donc pour des organismes de formation, ou en tout cas des prestataires d'actions de formation, à se réinventer et à apporter de nouvelles réponses à ces 4 formes de menaces, cette complexité, cette volatilité, cette ambiguïté et cette incertitude. Cela passe forcément par davantage d'adaptabilité et d'agilité. Cela passe également finalement par une analyse un petit peu plus fine de son environnement, de son contexte, de ses enjeux, de ses forces et de ses faiblesses. On va y venir progressivement dans le webinaire. Et donc, ce que nous avons souhaité partager aujourd'hui avec vous, finalement, c'est une conviction, et c'est la conviction que Calliope, bien loin d'être une contrainte, est une invitation à procéder à cette analyse.
que c'est également aussi une invitation à être en perpétuelle prise avec votre marché et surtout avec vos clients et apprenants, puisqu'ils ne sont pas forcément les mêmes, et que eux-mêmes sont au cœur de la raison d'être du référentiel national qualité Calliope. Et que voilà, si vous vous appuyez sur ce référentiel, vous allez donc aller vers plus d'agilité pour votre organisme et vous transformer en une entreprise à part entière, une entreprise agile. Voilà, en introduction, c'est ce qu'on voulait vous partager. Parfait. Non, j'ai rien à ajouter sur ce que vient de dire Alexa. Moi non plus, c'est-à-dire que effectivement l'objet est bien de voir comment aussi dans ce monde dans lequel les compétences évoluent aussi à des vitesses considérables, hein, c'est aussi la complexité, la volatilité, l'ambiguïté, l'incertitude qui sont mentionnées dans la diapositive conduisent aussi à une évolution des compétences qui est mouvante et qui évolue sans cesse. Et donc, on a bien l'obligation de travailler pour les entreprises qui nous confient la formation de leurs salariés et pour les apprenants qui viennent acquérir des compétences nouvelles chez nous. On a bien la mission et l'obligation aussi d'aller vers le titre 1 de la loi du 5 septembre 2018 qui nous donne comme objectif d'aller vers une nouvelle société de compétences. Voilà. Et ce vers une nouvelle société de compétences, c'est tout un programme qui est vraiment en relation avec notre sujet de cet après-midi. Jacques. Alors voilà, sur cette diapo, qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est montrer en quoi la démarche Calliope, elle répond en partie, on va dire, aux exigences de la réforme. C'est la raison pour laquelle on est parti de la réforme de septembre de 2018 et voir en quoi elle a bousculé un peu les modèles d'affaires, ce qu'on appelle les business models ou les projets de développement des organismes de formation. Alors, le premier point, c'est que on peut constater pas mal de glissements sémantiques depuis depuis la réforme. D'organismes de formation, on est passé à prestataires d'actions concourant au développement des compétences. De plan de formation, on est passé au plan de développement de compétences. Puisqu'il y a donc l'emblématique d'une certaine façon, c'est ce on a redéfini aussi l'action de formation. Et pour faire court, on est passé du programme au parcours. Bon, voilà, parcours qui vise un objectif professionnel. Alors c'est pas neutre. De mon point de vue, c'est pas neutre. Et je pense qu'Alexa et Michel reviendront là-dessus dans quelques instants. D'ailleurs, on voit que la notion de parcours, elle est à nouveau réinvestie aujourd'hui, puisqu'on parle plus de GPEC, on parle de GE2P, de GEP, gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc, moi, ce que je lis à travers ça, c'est que, ça tout le monde l'a dit, mais ça mérite d'être une nouvelle fois répété, c'est qu'on met le salarié, l'usager, l'apprenant au cœur de son projet. Il y a une dimension dans la réforme qui relève de la nécessité de prendre en compte le projet, que ce soit un projet d'entreprise d'ailleurs ou un projet individuel. Et d'une certaine façon, ça répond à cette idée que la formation n'est pas une fin en soi, mais c'est une solution, c'est un levier, c'est une solution pour régler ou pour une problématique. Elle peut être d'entreprise ou individuelle. Bon. Et ça, c'est très prégnant, me semble-t-il, dans la réforme. Et au-delà de ça, ça a forcément des incidences sur la manière dont on va communiquer aussi avec le marché. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être un peu moins sur le contenu et un peu plus sur le projet, justement. Il faut dire un peu moins à quoi on forme, mais un peu plus pourquoi on forme. C'est-à-dire qu'il faut effectivement communiquer sur non seulement les besoins, mais mettre en perspective la formation dans un parcours, dans un projet, donner du sens à la formation qu'on va suivre. Ça renvoie à l'usage en réalité. C'est quel usage je peux faire de ma formation. C'est pourquoi je disais plutôt le pourquoi que le quoi, d'une certaine façon. Donc ça, c'est un élément qui me paraît vraiment important.
Et enfin, Alexa et Michel auront l'occasion de revenir là-dessus dans quelques instants, mais c'est un aspect à prendre en compte et c'est clairement un effet de la formation. Deuxième élément qui apparaît dans cette diapo, ça relève effectivement des modalités de financement qui ont complètement segmenté le marché. Il y a aujourd'hui 3 marchés, les marchés publics, le marché B2B, entreprise, le marché privé, B2C, notamment avec l'appli Mon compte formation. Et ça nous oblige là clairement aussi à avoir des stratégies différenciées par marché. Donc on peut plus se permettre d'avoir une stratégie uniforme d'approche des marchés. On est obligé d'avoir des stratégies différenciées, ce qui doit nous conduire aussi à réfléchir au public cible, au public auprès desquels on va communiquer, on va intervenir. Et il y a, vous le savez peut-être, mais en marketing, l'idée de créer ce qu'on appelle des personas, personnages, c'est-à-dire des profils de public auprès desquels on va envoyer une communication très personnalisée, très spécifique, avec un contenu adapté à la fois aux attentes, mais pas qu'aux attentes, et aussi aux freins, pour lever les freins que ces publics pourraient connaître dans l'accès à l'information. Donc on voit que ça c'est un élément aussi, important. Et ça a aussi une incidence ou des incidences en matière de communication. Il y a aujourd'hui quand même une tendance lourde qui est qu'il faut communiquer sur du contenu, donner une information à valeur ajoutée pour aider précisément nos publics à construire leur projet de formation. Donc ça, c'est un élément moi qui me paraît important et ça apparaît aussi dans Calliope, notamment sur l'amont, ce qui relève de la communication auprès du public. Et le dernier point, l'avant-dernier point qui apparaît dans cette diapo, c'est le CPF. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails du CPF, mais il y a quand même une dimension importante dans le CPF. Aujourd'hui, c'est qu'on évalue l'expérience client. Voilà, c'est qu'on évalue l'expérience client. Et dans l'expérience client, je distingue bien l'expérience client de l'expérience apprenant. Pour moi, c'est 2 choses différentes. L'expérience client renvoie à la relation, on va dire, client-fournisseur. On va dire, OK, j'ai envoyé un dossier, est-ce qu'on m'a répondu rapidement? Est-ce qu'on a bien traité ma demande? Est-ce qu'on l'a traité suffisamment vite? J'avais un problème, est-ce qu'on a réglé mon problème? Est-ce qu'on m'a apporté des informations complémentaires? Est-ce qu'on a anticipé sur les questions que je pourrais me poser? Donc ça relève clairement de l'expérience client, mais c'est pas que ça. Il y a aussi l'expérience apprenant, c'est-à-dire la manière dont je vais vivre mon expérience pédagogique avec le prestataire. Et ça, c'est une dimension essentielle à prendre en compte aujourd'hui. Le digital, c'est la puissance de la recommandation dans le digital aujourd'hui. Et on peut pas y échapper. C'est la puissance de la recommandation, la puissance de la vie. Et cet élément doit être vraiment intégré dans les réflexions, non seulement sur la qualité des offres que vous allez proposer, mais aussi sur les démarches que vous allez mettre en place auprès des entreprises. Voilà. Donc le dernier point, bien sûr, la certification Calliope. On est sur je parle sous le contrôle des spécialistes. On est sur la vérification de conformité de la réalisation du service. On voit très bien que dans Calliope, on retrouve de près ou de loin une prise en compte de ces dimensions. Donc voilà, trois points. En résumé, privilégier une communication exocentrée et pas autocentrée, parce qu'on est un peu autocentré. Il faut avoir une communication exocentrée. 2, avoir des stratégies de marché différenciées avec des publics cibles clairement définis. 3, être vigilant quant à l'expérience client apprenant. Et je mets les 2 pour l'instant, mais être très vigilant quant à l'expérience client apprenant, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je peux effectivement donner mon avis. Donc ça, c'est un élément important. Michel? Alors moi, pour compléter ce que tu viens de très bien expliquer, Jacques, je fais le rapport. C'est un petit peu ce qu'on va faire aussi, soit Alexa, soit moi, soit tous les 3, mais le rapport avec le lien avec Calliope. Alors moi, ce que tu viens d'expliquer, pour moi, ça fait écho, peut-être aussi pour Alexa, ça fait écho pour moi à l'indicateur 4. On vous dit faites l'analyse du besoin, c'est-à-dire que si je vois Calliope, d'abord vous devez J'explique toujours que l'indicateur 1 d'aujourd'hui était l'indicateur 5 d'hier. L'indicateur 5 de Datadog, c'est devenu l'indicateur 1 de Calliope.
Parce que en 2015, on considérait que pour commencer à communiquer sur une formation, il fallait déjà avoir fait la formation. Aujourd'hui, on considère que pour commencer à communiquer sur une formation, eh ben, il faut communiquer sur la formation. C'est-à-dire qu'on s'intéresse au parcours client, on s'intéresse au parcours de l'apprenant. L'apprenant qui, dans Calliope, est souvent en gras nommé bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est celui qui vient bénéficier, chercher un bénéfice chez vous, et il doit repartir avec un bénéfice, c'est-à-dire les compétences qu'il est venu acquérir. Et le bénéficiaire, c'est celui qui est avec le formateur pendant la durée de la formation. Et le client, ça peut être l'entreprise qui dit tiens, mes salariés ont besoin de cette formation. Alors, la puissance. Ça peut être le financeur aussi, le client. Voilà. Et la puissance que nous donne un petit peu cet indicateur 4, c'est aussi de nous positionner par rapport aux donneurs d'ordre, les entreprises, de dire écoutez, vous devez nous expliquer quel est votre besoin, vous en tant qu'entreprise, vous en tant que chef de service, ou en tant que DRH, et nous, on doit entendre ça, mais on doit aussi savoir si les bénéficiaires que vous allez nous envoyer ont réellement besoin de cette formation et s'ils sont motivés pour la suivre, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait simplement une relation client fournisseur, parce qu'on n'est pas tout à fait un fournisseur ordinaire, hein. On est un acteur concourant au développement des compétences, on est un ACDC, comme dit Jean-Pierre Willems, hein, opaque, opérateur, prestataire, et donc on vend pas des petits pois, des fenêtres, vous voyez ce que je veux dire, on vend pas de la marchandise, on vend de la compétence et on vend de l'acquisition de compétences. Donc, il faut qu'on s'assure que les gens qui vont venir chez nous, surtout si la formation est financée, eh bien, on va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que la formation, les bénéfices qu'ils sont venus chercher soient réels en repartant. Et on va vérifier ça à chaud, puis après à froid, en revenant vers vous plus tard pour dire alors la formation, elle a eu un impact sur le poste de travail de Monsieur Dupont, oui, non, pourquoi, comment on peut faire pour l'améliorer, etc. Et quand on fait ça, on est bien dans une stratégie d'entreprise, comme l'a expliqué Jacques, et qui va au-delà de simplement effectivement faire un programme, un contenu de formation, et puis voilà, hein, on est dans quelque chose de qui va bien au-delà de ça, Alexa. Oui, je pense que c'est important de souligner cela parce que finalement, quand on vient chercher, collecter les besoins et attentes de ces fameux bénéficiaires, on peut constater qu'ils sont sinon différents, en tout cas plus profonds, plus personnels, c'est normal, que ceux donnés par l'entreprise qui considère le groupe et pas forcément l'individu. Et donc, ce que l'apprenant va venir chercher, ça peut être vraiment quelque chose de plus précis, soit un objectif pour lui permettre d'atteindre un nouveau poste, de prendre un nouveau poste, soit une compétence qui va l'aider à construire un projet professionnel. Mais donc, aller collecter ça au travers à la fois de vos entretiens, si vous en faites au départ pour les inscrire, ou au travers des questionnaires de positionnement en posant des questions plus précises justement sur ses attentes et ses besoins, c'est essentiel. C'est demandé par Calliope, mais au-delà de ça, c'est essentiel. C'est là où vous pourrez vraiment calibrer votre intervention, être sûr que le groupe et les individus qui le composent seront captivés par ce que vous allez leur raconter finalement. On le sait, en tout cas ceux qui sont formateurs parmi nous le savent, d'un groupe à un autre, on peut avoir une ambiance totalement différente, une écoute totalement différente. Et c'est vraiment cet effort d'aller collecter les individualités qui vont nous permettre d'être en prise avec notre groupe. Donc, les formateurs le font très souvent en entrée de formation et c'est pertinent de le faire, de faire ce tour de table et d'aller noter éventuellement sur le paperboard ou sur le tableau ce que chacun vient chercher. Mais l'intérêt que Calliope exige cette collecte en amont, c'est que vous allez pouvoir d'ores et déjà réfléchir. Tiens, ces personnes-là, elles viennent chercher ça ou ça en particulier, je vais pouvoir proposer tel ou tel support, tel ou tel exercice, telle ou telle mise en situation. C'est un avantage, ce n'est pas une contrainte.
Voilà. Donc, dans nos webinaires, on essaye justement de vous faire percevoir pourquoi Calliope peut être un vrai atout, un vrai avantage, et vous aider à être la meilleure version de vous-même. Si vous le prenez comme quelque chose de purement comment on pourrait dire, comme une contrainte pure et simple, vous n'en tirerez pas la substantifique moelle, et c'est dommage. Parce que en s'appuyant dessus, en le voyant comme un atout, on peut vraiment se dépasser. Voilà. Donc on va poursuivre, on va essayer de vous le faire, de vous faire passer le message et de vous le faire toucher du doigt. Voilà. Voilà, oui, c'est ça, c'est bien ça l'idée, hein, c'est que effectivement, on va dans une dynamique et qu'on regarde tous les trois aussi Calliope comme étant un système hein, d'amélioration de la qualité et non pas 32 indicateurs qui sont isolés les uns des autres et qui consisteraient simplement à donner des justifications administratives. On peut dire que ça, c'était un peu le passé en 2015 avec Datadog. Il suffisait de donner un dossier, d'envoyer le dossier quelque part et d'attendre le retour de quelqu'un qui avait contrôlé que les documents qu'on avait demandés, qu'on avait fournis étaient bien conformes à la réglementation. Là, on est sorti de ça, on est sorti de la réglementation, on est dans le processus. Et d'ailleurs, le mot processus figure dans le logo Calliope. Donc, c'est le processus de la délivrance d'un projet d'action de formation. Vous allez être certifié action de formation. Le processus de délivrance d'un projet de bilan de compétences. On est en mode gestion de projet. Hein. Vous avez un projet de bilan de compétences. Comment vous faites l'accompagnement? Voilà, c'est ça Calliope. Alors vous allez être certifié dans la catégorie bilan de compétences. Voilà, comment mettez-vous en place les processus de gestion d'un projet d'accompagnement à une VAE? Et puis là, vous allez être certifié dans la catégorie VAE. Et puis là, vraiment, c'est complexe avec les 32 indicateurs qui s'appliquent. Comment gérez-vous un projet de formation par apprentissage? Et c'est que quand on fait de l'apprentissage qu'on a les 32 indicateurs. Hein. Voilà. Et donc, cette souplesse-là de ce référentiel, c'est ça qui nous intéresse et qui nous conduit à dire que on devient de vraies entreprises de formation. Jacques? Non, je n'ai rien à ajouter, Michel. Alors, on continue, du coup, on n'a pas de questions, a priori. Donc, oui, n'hésitez pas à poser des questions. C'est sûr qu'il y aura peut-être moins de questions aujourd'hui que sur le webinaire précédent où finalement on était purement dans le concret de Calliope et dans la construction du référentiel. Néanmoins, nous, on est ravis de répondre. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Et puis Cathy, qui est avec Sarah en coulisses, que l'on salue, nous font passer les questions sur les favoris. Voilà. Alors, donc, avant de vous lancer, mais Calliope ou pas, parce que finalement, on dit Calliope, mais c'est un prétexte finalement Calliope pour faire une revue de ces processus d'amélioration continue, d'effectuer un diagnostic interne et externe sur quel est notre environnement. Comme l'a expliqué Jacques tout à l'heure, c'est quoi notre catalogue? Alors, il ne faut pas simplement fournir un catalogue. Alors, évidemment, moi, j'étais sollicité en 2013, je crois, par un organisme de formation qui vendait des formations sur catalogue et puis sans avoir les formateurs. Donc, quand quelqu'un lui avait acheté la formation sur catalogue, il se mettait en chasse d'un formateur. Bon, c'est une façon de faire, pourquoi pas. Mais on voit bien là qu'il n'y a pas construction d'un parcours pédagogique et d'une motivation et voilà. Peut-être que c'est une façon de faire, qu'elle est bonne. Moi, ça m'a paru bizarre, mais pourquoi pas. Donc, c'est quoi la cartographie de l'offre de formation? Effectivement, le pourquoi, pour quel public, dans quel but, quel but opérationnel? Tiens, opérationnel et évaluable. Coucou, l'indicateur 5 de Calliope. On vous demande de montrer que vous avez défini, avant de faire une formation, des objectifs qui soient opérationnels et évaluables. Alors, je dis toujours, quand je fais mes accompagnements, pourquoi opérationnel? Parce qu'on veut voir aussi que les objectifs sont bien des objectifs de formation professionnelle et pas des objectifs de formation de loisirs ou de développement personnel.
C'est-à-dire que la formation que l'on délivre doit amener une évolution des compétences dans le poste de travail, dans la façon de travailler de la personne. On est en formation professionnelle et c'est ça qui est financé. Hein. C'est pas autre chose. Donc, le côté opérationnel et évaluable, il est là. Donc, quelles sont les modalités pédagogiques qui s'appliquent à chacun des objectifs? C'est-à-dire que d'une formation à l'autre, les modalités sont pas les mêmes. Il est évident que si je forme un CACES chariot élévateur et que je ne mets jamais les personnes sur un chariot élévateur, je vais avoir un petit problème quand même de modalité pédagogique qui est peut-être pas allé jusqu'au bout. Vous voyez, je veux dire, ça suffit pas d'apprendre ça sur des vidéos sur Internet. Il y a bien un moment où il faut passer à l'action pour vérifier que effectivement on a appris correctement le geste professionnel ou la bonne posture professionnelle que l'on doit avoir. Et c'est ça le côté opérationnel aussi. Et donc ça ramène aussi quelquefois la nécessité de revoir un petit peu les processus de gestion de projet de telle ou telle formation. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans Calliope, vous devez démontrer que vous faites bien ce que vous dites partout dans votre catalogue de formation, c'est-à-dire sur toutes les formations systématiquement. C'est le premier niveau. Et puis le deuxième niveau, vous devez montrer aussi que vous faites bien ça tout le temps et sur toutes les formations que vous délivrez. Donc, on a un double niveau. Donc, ce double niveau nécessite vraiment qu'on définisse tout ça, nos publics, nos profils, les attentes, les besoins, les motivations. Ça, on est dans la partie avant la formation. Hein. Avant la formation, pour moi, j'ai le critère 1 et le critère 2. Hein. C'est-à-dire que vous avez communiqué, c'est le critère 1. Vous avez informé. Moi, je dis, vous communiquez quand vous faites votre site web, et puis vous informez quand vous donnez la convention de formation, parce que la convention de formation, en particulier sur les objectifs vont être plus détaillés dans la convention que simplement sur votre process de communication sur Internet. Et le client peut encore réfléchir avant de signer avec la convention. On a différents niveaux, donc on communique, on informe, et puis après, avant de finaliser la convention, on a fait l'étude du besoin pour être sûr que les objectifs que l'on définit sont bien adaptés au public que l'on va avoir. C'est pour ça que cette question de l'étude du besoin de nos publics, des gens qui vont être là, qui sont les bénéficiaires de la formation, est fondamentale. Voilà. Et puis après, quand on a fait ce processus de délivrance de notre action de formation, que les personnes sont venues, qu'on a adapté, comme l'a expliqué Alexa, on a adapté la formation aux personnes qui sont présentes selon leur positionnement, hein, indicateur 8, parce que d'un groupe à l'autre, les personnes ne sont pas forcément sur le même niveau de connaissance de ce que l'on va voir. Donc effectivement, on va pouvoir faire évoluer la façon dont on va délivrer son action de formation d'une session à une autre. Et on fait tout ça comme formateur, bien évidemment. Et puis après, là j'ai terminé mon parcours avant la formation, c'est-à-dire critère 1, critère 2, et puis après, je vais m'intéresser à mon environnement technique, technologique, mes locaux, le matériel que je vais utiliser, les ressources humaines que nous allons utiliser, et puis nous allons voir la nécessité d'avoir notre rapport à l'extérieur, notre rapport à l'externe, comment nous sommes positionnés dans notre environnement. Si on utilise des locaux ailleurs, quelles sont nos exigences par rapport à ces locaux, surtout dans cette période dramatique que l'on vit là avec le Covid. Si je loue des locaux à l'extérieur, je dois avoir des exigences par rapport aux loueurs. Donc je dois formaliser ces exigences. J'ai besoin d'avoir des locaux qui soient lumière du jour, aérables, accessibles aux personnes en situation de mobilité à mobilité réduite, etc. Voilà. Donc, tout ça, je dois identifier à la fois les questions réglementaires, comme je viens de l'aborder, parce que la question de
des locaux, elle est aussi réglementaire. Technologique, eh bien parce que je vais utiliser peut-être effectivement des supports comme nous aujourd'hui sur Webikeo, mais ça peut être Zoom ou ça peut être Teams ou ça peut être pour faire de la visio, mais ça peut être un LMS, un Learning Management System. Enfin, à un moment donné, il faut bien qu'on s'intéresse à la question des évolutions et des innovations technologiques et pédagogiques. Donc, on est bien obligé, c'est ce que Jacques expliquait tout à l'heure, d'être ouvert sur l'extérieur et notre environnement. Et c'est aussi là le rapport du critère 6 de Calliope qui vous dit comment vous êtes en veille réglementaire. Donc, et puis surtout, comment vous la mettez en application, la veille réglementaire. Hein, moi, je demande souvent à mes clients, je dis, tiens, je voudrais bien voir votre convention. Et dans la convention, je vois un article L6313-1 qui est à la mode 2017. Alors, cet article, il a changé depuis le 1er janvier 2019. Ah, je dis, voyez, là, vous n'êtes pas bon sur la veille réglementaire. Vous allez peut-être me montrer à l'indicateur 23 que vous avez une jolie veille réglementaire, mais vous n'en tenez pas compte. Puisqu'un article qui a changé le 1er janvier 2019, en avril 2021, il est encore à la mode 2017. Vous voyez, bon, c'est pour donner des exemples. Pourquoi il faut qu'on soit en veille réglementaire? Pourquoi il faut qu'on soit en veille aussi sur le plan, c'est notre indicateur 26 qui est précieux et que moi j'apprécie beaucoup, c'est l'indicateur et qui pose problème à tout le monde, c'est l'indicateur sur la question du handicap. En fait, Calliope, ce sont les financeurs qui nous disent nous on veut bien financer la formation de monsieur ou madame untel, mais même si monsieur ou madame untel a une difficulté permanente ou provisoire, qu'elle vous le signale, qu'est-ce que vous faites pour adapter votre formation pour que malgré son handicap, il puisse quand même accéder à la formation et que ce soit une réussite. Et c'est, vous voyez la dynamique que ça amène, ça. Et la question du handicap amène une dynamique formidable dans les réflexions de Calliope. Voilà. Dernier point, c'est effectivement identifier notre concurrence parce que ça nous sert aussi à bien nous positionner. Et puis là encore, Calliope nous aide à faire du marketing. Parce que tout l'aspect critère 1 d'information et de communication, en réalité, ce qu'on nous demande, c'est de tous communiquer sur la même chose. Hein. Quels sont les prérequis? Quels sont les objectifs? Quelle est la durée? Quel est le tarif, etc. Oui, c'est obligatoire de donner ce tarif parce que c'est une obligation du code du commerce et de la consommation. Point. Alors bon, il faut donner au moins des indications tarifaires si le tarif n'est pas complet, qu'il est évaluable, etc. Mais si on me dit c'est sur devis, oui c'est sur devis, mais sur quelle base? J'ai un taux horaire, par exemple, j'ai un prix de journée, voilà, mais je peux commencer à faire mon calcul. Je peux pas dire les prix sont inconnu, hein, et vous allez trouver autrement. C'est ça, la veille concurrentielle aussi. Donc, on nous demande de tous communiquer sur la même chose pour que le futur client, le futur apprenant puisse se faire une idée de ce qu'on lui propose et puis faire son marché en toute connaissance de cause. Comme avec d'autres produits, c'est pas une invention de la formation professionnelle. Ça se passe comme ça dans tous les commerces. C'est pas une invention. Exactement ça, c'est important ce que tu dis. C'est en fait on est en train de parler de quelque chose de logique dès qu'on aborde un projet. Si on aborde un projet, on va s'intéresser à ce qu'on a, à nos ressources, à nos forces et à nos faiblesses, parce qu'on ne peut pas, sans acquérir de nouvelles ressources ou sans éliminer quelque part nos faiblesses, finalement répondre à tous nos enjeux. Bon, donc il faut bien qu'on fasse un état des lieux avant de se lancer. Donc c'est vrai pour tout organisme qui se crée, mais c'est aussi vrai pour tout organisme qui finalement veut rester en prise avec son marché et dans la course. Donc on fait cet état des lieux interne. Mais si on ne tient pas compte aussi des réalités du marché, et là on l'a vu, la crise sanitaire nous a forcés à nous adapter. Il a fallu digitaliser les formations ou à minima les rendre comment dire, sans forcément les digitaliser, les partager sur des outils comme tu le disais, comme Zoom, comme Teams en tout cas, de conférences à distance. Ok, ça a été un chamboulement énorme pour beaucoup d'organismes
et ce que je comprends, nous n'y étions pas préparés, eh bien finalement, ce que le référentiel nous dit, c'est OK, c'est effectivement pas simple. Maintenant, si vous restez en prise avec votre marché, avec justement cet environnement qui est le vôtre, qu'il soit réglementaire, qu'il soit technologique, pédagogique, qu'il soit socio-économique, eh bien, vous serez toujours prêt. Donc, c'est là où Calliope est finalement une bonne idée et un bon process. Là, ce qu'on est en train de vous montrer sur cette diapo, ça reste très, j'allais dire, banal en qualité. On vous dit, faites un PDCA, donc c'est la fameuse roue de Deming. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, on en a parlé. C'est en fait un processus effectivement d'amélioration continue qui vous demande de vous interroger sur le Plan, Do, Check, Act, donc ce que vous allez planifier, ce que vous allez mettre en œuvre, de vous évaluer sur ce qui a été réalisé et d'insuffler l'amélioration continue dans vos process. Donc cette fameuse roue de Deming qu'on peut traduire aussi, qu'on peut préparer aussi grâce à ce qu'on appelle une matrice SWOT. Alors c'est du langage qualité et je suis navrée, pour certains je vais vous perdre en route, mais en tout cas ce sont des outils de bon sens. J'évalue effectivement ce qui constitue mes forces et mes faiblesses, mes opportunités et mes menaces, et ainsi je suis prêt, je suis préparé à répondre à toute éventualité et surtout je suis en prise avec mon marché et donc je réponds correctement à mes clients. Voilà, donc c'est cette fameuse logique qui nous anime en fait. Quand on essaye de vous faire passer ce message, c'est celui-là. Soyez en prise avec ce qui fait votre réalité. Alors, on va faire une petite pause pour dire d'abord, tiens, pour être en prise avec la réalité des personnes qui sont avec nous, nous avons 67% d'organismes de formation, 0 bilan de compétences, 0 accompagnement VAE, 6% de centres de formation par apprentissage. Bravo les CFA. Je dis l'apprentissage, c'est un niveau de complexité un peu supérieur aux 3 autres catégories d'actions de développement des compétences. 9% d'accompagnateurs ou accompagnatrices Calliope. Bonjour les confrères et les consoeurs, voilà. 3% d'auditeurs et d'auditrices Calliope. Évidemment, nos amis auditeurs ou auditrices sont en pleine action parce qu'il y a beaucoup d'audits à mener aujourd'hui. Donc, j'imagine que nos amis auditeurs et auditrices seront plutôt des adeptes du replay de ce webinaire que d'être présent au live. Ils ont un petit peu autre chose à faire. Et puis 15% autres. Alors dans autres, j'imagine que nous avons des amis de chez les OFCO en particulier, peut-être Pôle emploi, etc. Enfin, en tout cas, merci pour ces renseignements. Et puis, avant de poursuivre, on a 3 questions que nous a transmises Cathy sur lesquelles, bon, je sais pas, Alexa, Jacques, mais pour moi, c'est un petit peu des questions techniques qui sont un petit peu, je trouve, en décalage. Quelles sont les obligations administratives? Notre service parle de la formation en interne. Alexa, tu as une idée sur cette première question? Alors, si je comprends bien la question, est-ce que pour de la formation interne, on a des obligations administratives particulières? Si c'est ça la question, en tout cas, par rapport à Calliope qui nous anime aujourd'hui, un organisme de formation interne, s'il ne va pas chercher donc des financements publics ou mutualisés, n'a aucune obligation d'être certifié Calliope. Voilà. Donc, est-ce que j'ai bien répondu à la question? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a même l'obligation d'avoir un NDA d'ailleurs? Alors, je dirais non. Je dirais pas non. d'obligation. Pas d'obligation, non, puisque ça reste de l'interne. Donc la seule obligation finalement, c'est d'avoir des formateurs qui sont compétents dans ce qu'ils vont enseigner finalement. Et ça ne passe pas non plus par une formation de formateur, même si c'est toujours bien mieux. Mais
en utilisant l'acronyme NDA, j'ai répondu un peu à la question suivante, c'est-à-dire que pour effectuer effectivement de la formation, il faut avoir un numéro de déclaration d'activité qui n'est pas un numéro d'agrément. D'ailleurs, quand la directe, c'est-à-dire le représentant du ministère du Travail dans votre région, vous envoie votre numéro de déclaration d'activité, c'est bien écrit. Vous devez écrire dans tous vos supports de communication, ce numéro ne vaut pas agrément de l'État. Voilà. Donc, il n'y a pas de règle, on n'est pas dans une profession du type agent de sécurité ou agent immobilier où là, il faut avoir une carte professionnelle. Voilà. Oui, c'est un enregistrement auprès de la directe, auprès de la préfecture. C'est un simple enregistrement qui est certes obligatoire, mais qui ne vaut pas agrément de l'État. Voilà. Donc, il n'y a pas d'étape à viser entre ce NDA et la certification Calliope particulièrement. Il n'y a pas d'étape. Tout dépend toujours de ce que vous souhaitez en termes de financement de votre formation. Si vous souhaitez des fonds publics et mutualisés hors CPF, le NDA et Calliope vous suffiront, en tout cas pour les entreprises qui sont de moins de 50 salariés. Pour ceux qui veulent aller sur le CPF, eh bien là, il vous faudra soit délivrer une formation certifiante, soit faire partie des 4 codes de droit. C'est sans rentrer dans les détails, notamment délivrer des formations pour les créateurs repreneurs d'entreprises. Mais je vous mets j'attire votre attention sur le fait que là-dedans, on peut pas y mettre n'importe quoi. Hein. Ça a été bien défini par la Caisse des dépôts, pardon, excusez-moi. Ça sera aussi le cas pour la VAE, ça sera aussi le cas pour le code de la route. Voilà, ça c'est des codes de droit. Hormis tout ça, pour aller sur le CPF, il vous faudra donc délivrer une formation certifiante et donc qu'elle soit inscrite soit au RNCP, Répertoire national de la certification professionnelle, soit au RS, registre spécifique. Voilà. Voilà. Alors, quel est l'article qu'il ne faut surtout pas retrouver car obsolète? Je ne sais pas de quel article on parle. C'est quand tu disais dans la convention, l'article qui a changé entre 2017 et 2019. Ah oui, l'article L6313-1 du Code du travail. Qui est la base de Calliope, hein, les 4 colonnes que vous avez dans le référentiel national. Colonne 1, action de formation. Colonne 2, bilan de compétences. Colonne 3, accompagnement VAE. Et colonne 4, apprentissage. Ce sont les 4 catégories d'actions de développement des compétences qui sont définies dans l'article L6313-1 du Code du travail. Et avant le 1er janvier 2019, cet article L6313-1 du Code du travail, il y avait 14 cases et on devait cocher une des 14 cases. C'était d'ailleurs pas simple du tout parce qu'on ne savait pas vraiment à quoi on appartenait. Voilà. Et ces 14 cases, c'est terminé depuis le 1er janvier 2019. On a 4 cases. On a la convention que l'on fait là, c'est une des actions de développement des compétences. Il n'y en a pas 14, il y en a 4. Donc, c'est une des 4. Voilà. Alors, donc, effectivement, quand vous prenez des modèles sur Internet, parce que effectivement, on n'a pas toujours la bonne réponse, méfiez-vous de la date du modèle. C'est valable aussi pour les règlements intérieurs qui ont aussi vu quelques modifications. Donc, ce que vous pouvez faire déjà, c'est aller sur le site de la directe de votre région, qui souvent propose des guides destinés aux acteurs de la formation professionnelle dans lesquels il y a des modèles. Donc, c'est vrai, par exemple, pour la Directe Île-de-France, c'est vrai pour la Nouvelle-Aquitaine, qui est ma région. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les régions absolument, mais en tout cas, celui de la Directe Île-de-France peut faire autorité. Hein, voilà. Et là, vous allez trouver des modèles de conventions, de contrats de formation, de règlements intérieurs, etc., etc., de BPF aussi, bilan pédagogique et financier, enfin, comment construire votre BPF. Donc, ces guides-là sont très utiles. Voilà. Alors, la dernière question que l'on va prendre, puis après on va reprendre le cours de notre discussion et laisser peut-être la parole à Jacques, ou enfin on va faire la suite. Est-ce qu'un OF a obligation, critère 5 de Calliope, d'assurer et proposer des formations pour le développement des compétences des formateurs externes sous-traitants? Alors, attention, question sensible. Là, c'est l'indicateur 27 qui s'applique, c'est-à-dire que, effectivement, comment vous gérez votre contrat de sous-traitance. Attention,
j'ai entendu parler, je n'ai pas vérifié, mais d'un auditeur ou d'une auditrice qui avait mis une non-conformité à l'indicateur 22 parce que la personne, l'organisme de formation, n'avait pas justifié de la formation des sous-traitants à l'indicateur 22. Or, l'indicateur 22 parle bien de la formation des salariés. Et si vous me mettez à l'indicateur 22 les obligations de formation que vous appliquez à vos salariés, à vos sous-traitants, l'URSSAF se frotte les mains. Oui, ils vont requalifier. L'URSSAF dit, voyez bien que ce sont des salariés, puisque vous voulez leur imposer à ces sous-traitants votre plan de développement des compétences. Vous pouvez imposer le plan de développement des compétences à vos salariés, mais pas à vos sous-traitants. Vos sous-traitants, ils se forment comme ils veulent, quand ils veulent, sur ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est la deuxième partie de la question. Effectivement, vous avez, vous, obligation de vous assurer quand même qu'ils mettent bien à jour leurs compétences de façon régulière, comme ils veulent. Mais vous devez vérifier quand même qu'ils ont bien les compétences. Encore une fois, comme on l'a dit au début de ce webinaire, les compétences, ça évolue à la vitesse grand V. Donc, est-ce qu'ils sont bien quand même régulièrement dans des salons, il ne s'agit pas seulement de faire des formations, mais d'être à l'écoute un petit peu de l'extérieur. C'est bien la diapositive que nous avons sous les yeux. Hein, être à l'écoute de l'évolution des marchés, de l'emploi, du travail, des compétences, et puis qui peuvent identifier des compétences qui sont en train d'arriver et sur lesquelles il serait important pour lui. Formateur indépendant de se former, mais le formateur indépendant, par définition, il est indépendant, donc il fait ce qu'il veut. Mais nous avons l'obligation, comme donneur d'ordre, de vérifier qu'il quand même, il a les compétences pour délivrer l'action de formation, et on a prévu d'ailleurs à l'indicateur 21 quelles sont les compétences dont nous avons besoin. On a défini ça en amont avant la formation pour délivrer cette compétence dont nous avons besoin. On a une CVTech et puis on va aller chercher dans la CVTech. Moi, je dis souvent à des indépendants, ils disent moi j'ai pas besoin de sous-traitants, donc je n'utilise pas la sous-traitance. Je dis oui, sauf que le jour où tu es malade ou tu as un empêchement, tu vas aller chercher un sous-traitant. Donc c'est bien que tu aies par avance avec toi la façon dont tu vas aller chercher ce sous-traitant, quelles sont les compétences que tu vas lui demander d'avoir pour délivrer cette action de formation. Là encore, on est dans une vie d'entreprise, même si on est entrepreneur individuel tout seul, c'est une démarche d'entrepreneur, ce que je viens de dire. Absolument. Oui, juste un commentaire. Calliope, c'est vraiment une opportunité pour réinterroger le projet de développement. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a l'urgence, il faut qu'on soit certifié avant la fin de l'année, mais je crois que c'est un formidable moment pour réinterroger le modèle de développement. Là, ce que vous avez sous les yeux, ce sont des champs d'analyse possibles dans lesquels vous pouvez vous investir. Bien sûr, mettez ça en perspective avec votre projet. Si vous êtes sur un marché de niche avec une offre courte, il y aura peut-être effectivement des niveaux d'analyse qui seront moins intéressants pour vous. Mais on voit bien quand même que ça présente un intérêt, ne serait-ce que derrière, dans la promotion de votre organisme de formation, parce que c'est bien ça aussi qu'il faut mettre en évidence. Il y a d'un côté, effectivement, la certification Calliope, et il y a un deuxième, c'est pas un deuxième niveau, c'est peut-être il faut aussi réfléchir à la manière dont vous allez communiquer sur votre offre. Ce que vous allez diffuser comme contenu, les leviers que vous allez mettre en évidence ou en place pour communiquer. Bon, on voit bien que ça présente un intérêt. Par exemple, quand on est sur l'analyse des produits, si vous avez une offre de produits très large avec beaucoup de produits, de modules de formation qui renvoient à différentes compétences, on peut très bien assembler un certain nombre de produits pour créer un parcours. Et ça a du sens d'une certaine façon, parce que là, on est pile dans dans la réforme. C'est-à-dire que on n'est pas en train d'acheter un produit sur étagère, ce qui est quand même un peu le cas d'une certaine façon aujourd'hui avec le CPF. On peut pas, on le voit bien quand même. Mais on voit bien qu'on réfléchit beaucoup parcours aujourd'hui, et il faut vraiment donner cette dimension à votre offre de formation. C'est-à-dire, voilà, vous avez aujourd'hui cette formation-là, mais cette formation-là, vous pouvez très bien réinvestir les compétences dans tel autre métier, sur tel autre secteur,
voilà comment vous pouvez compléter cette formation, voilà quelle autre compétence vous pouvez acquérir. Donc la notion de parcours, elle est intéressante et on peut vraiment y réfléchir quand on est sur une analyse fine de l'offre de formation. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple, l'analyse des clients. Bah ça, c'est absolument parfait pour déterminer ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les personas, les publics cibles. Est-ce que vous pouvez segmenter votre portefeuille client, repérer des grands groupes, on va dire, de clients avec des demandes, des besoins ou des freins à peu près similaires. Et partant de là, vous allez réfléchir à la manière dont vous allez communiquer avec avec ce public cible. Parce que il y a la certification, mais il y a derrière le développement de votre activité. Vous pouvez être certifié demain et pas développer votre activité. C'est ça que je veux dire, pour être clair. Donc, ok, très bien. Rentrer dans une démarche de certification, c'est bien, mais c'est encore mieux de le faire en s'interrogeant sur la manière dont on va faire la promotion de l'offre. Parce qu'on est sur un marché, tout simplement. On est tout simplement sur un marché. Donc, c'est ça qui apparaît dans cette diapo. Et ça me paraît vraiment important de l'intégrer dans le raisonnement, quoi, ou dans votre raisonnement, dans votre projet, mais je dis bien en mettant ça en perspective avec le périmètre du projet que vous portez, bien évidemment. On voit que ce travail pour les CFA est un travail aussi intéressant. On est plutôt sur un marché qui est relativement bien, enfin, on est sur une offre qui est relativement bien circonscrite d'une certaine façon, hein, l'alternance ou l'apprentissage plus spécifiquement. Mais on voit qu'il y a un travail qui reste à faire sur l'offre, sur l'apprentissage. Il y a une proposition de valeur à construire sur l'apprentissage. Quels sont les services complémentaires qu'on peut apporter autour du service de base, qui est en gros de mettre un candidat en contact avec une entreprise. Mais qu'est-ce qu'on peut apporter comme service de base? Vous allez sur Internet, il y a quelques sites Internet qui sont remarquables aujourd'hui, je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas faire de pub, où là on a dépassé la simple explicitation du voilà comment mettre en place un programme d'apprentissage, où il y a des tutos, on explique aux entreprises comment réaliser l'intégration du candidat, de l'apprenti. Il y a des tutos qui expliquent aux apprentis comment réaliser un entretien avec une entreprise, rédiger le CV. Enfin, on voit bien qu'il y a un certain nombre de services, et ça, ce sont des réflexions que vous pouvez conduire en réalité, parce que vous allez apporter de la valeur ajoutée à votre offre. Vous allez déployer de la valeur ajoutée. Et Calliope va être au service de ça, d'une certaine façon. Calliope sera au service de ça. Peut-être on continue, on répondra aux autres questions à la fin. On répondra aux autres questions après. On les garde à l'écran comme ça. Celles qui sont traitées sont disparues de l'écran et on garde celles qu'on va traiter pour plus tard. Alors, Alexa, je te laisse la parole pour transformer en entreprise agile. Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce mot d'agilité, agile. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, la Harvard Business Review a donné cette définition qui me semble plutôt pertinente. L'entreprise agile, c'est donc cette entreprise qui est capable de mobiliser son intelligence collective, on va voir en quoi c'est important, pour créer de la valeur et évoluer de façon itérative et en continu avec une économie de moyens et d'énergie et en créant les conditions d'épanouissement de ses membres. Alors c'est vrai que ça fait une jolie lettre au Père Noël. Néanmoins, ces méthodes agiles finalement, si on en entend beaucoup parler, c'est parce qu'elles ont fait leurs preuves. Alors est-ce que vous savez tous les deux, et ça peut être quelqu'un du chat qui répond aussi, d'où sont nées ces méthodes agiles? De quoi elles viennent ces méthodes agiles? Je n'ai pas la réponse avec ça. Si la réponse à Michel. Moi j'ai tendance à dire que c'est origine, modalité, gestion de projet, etc. Mais bon, je n'ai pas la réponse. Il y a des Japonais qui ont beaucoup travaillé là-dessus, notamment le toyotisme qui a travaillé sur une approche projet un peu différente. Je ne sais pas si c'est ça la réponse. Hein. Oui. Alexa, s'il y a quelque chose à gagner, je suis preneur, mais je ne sais pas. On a perdu Alexa. On a perdu Alexa. Bon. Alors, elle a posé la question, puis comme nous n'avons pas la réponse, elle est partie. Il y a une question qui a été posée par Anne-Sophie que je trouve intéressante, mais comment être accompagné sur Calliope quand nous n'avons pas encore de clients? Eh bien, nous avons accompagné des clients
qui n'avaient pas encore de numéro de déclaration d'activité. Et puis je dis, à partir du moment où vous avez envoyé votre demande de numéro de déclaration d'activité et que vous avez la preuve de cet envoi, nous pouvons déclencher Calliope, prendre rendez-vous avec un certificateur et on va fixer une date d'audit. Et puis on sait très bien que lors de l'audit, vous aurez votre numéro de déclaration d'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour préparer la mise en place des processus que nous allons installer pour délivrer nos projets d'action, de formation ou d'accompagnement à la VAE ou de bilan de compétences ou d'apprentissage, nous nous préparons et voilà les processus que nous allons mettre en place pour que la formation qu'on va délivrer soit un succès. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir des clients pour faire ça. On prévoit ce que l'on va faire et on démontre qu'on a installé les processus qui vont bien. L'auditeur, il regarde si vous avez bien installé ces processus partout, c'est-à-dire sur l'ensemble de votre catalogue. Votre catalogue, c'est une formation. On regarde ça sur une formation. Vous avez prévu de déployer 15 formations. Écoutez, on a une journée, donc on va peut-être pas les regarder sur les 15, mais on va les échantillonner sur 5 ou 6. Et puis, si c'est pareil sur 5 ou 6, on a déduit que c'est pareil partout. Bon. Mais ça, et puis, on ira voir à l'audit de surveillance comment vous avez fait dans les sessions que vous avez mises en place. Bon, aujourd'hui, vous n'avez pas encore mis en place de sessions, c'est pas grave. Demain, vous allez en mettre en place et c'est à ça que sert l'audit de surveillance. Donc, il n'y a aucun problème à s'engager dans Calliope sans avoir de clients. J'ai bien répondu? Très bien, Michel. Ça, ce qui n'empêche pas d'avoir une réflexion sur votre marché, sur vos prospects, sur vos clients potentiels. On va dire bien au contraire. Il faut absolument engager cette démarche. Et Anne-Sophie posait une autre question, des conseils de veille sur le marché de l'emploi. Alors là, il faudrait qu'on vous envoie naturellement, la veille, elle se fait déjà sur Internet. Il y a des sites spécialisés qui permettent d'avoir des informations sur l'emploi. Mais votre question, elle est importante. Oui. Elle est importante parce qu'effectivement, vous allez ajuster vos offres en fonction aussi de ce que dit le marché de l'emploi. Et qu'on soit clair, je pense que Michel et Alexa qu'on a perdu, mais partagent à ce point de vue, la formation et l'emploi, pour moi, c'est une seule et même matrice, d'une certaine façon. Il y a quand même quelque chose. Oui. Sur mesure, moi, je vous entendais, mais je sais pas pourquoi j'ai été chassée dehors. Voilà. Donc, on t'accueille, on termine juste. Je sais pas comment je dois le prendre, mais bon. Non, mais nous, on n'a rien fait. C'est bien. Les soucis du direct, c'est comme ça, c'est pas grave. Non, donc, on termine juste la question avant de te repasser la parole. Alexa, c'est ça la loi du direct, comme on disait autrefois l'ORTF. Donc, en fait, la question… C'était des conseils de veille sur le marché de l'emploi. Sur le marché de l'emploi, mais le marché de l'emploi… J'ai envie de vous dire, le marché de l'emploi dans le bâtiment, c'est pas le même marché de l'emploi que dans le numérique, et c'est pas le même marché de l'emploi dans le transport, et c'est pas le même. Donc, c'est le marché de l'emploi sur les secteurs sur lesquels vous intervenez, et c'est à ça que vous sert l'indicateur 24. Alors, comment vous allez vous renseigner sur vous avez les observatoires des branches, par exemple. Les observatoires des branches, elles vous renseignent sur l'évolution des compétences, des métiers, des emplois, etc. Vous avez plein de sources possibles, mais ça confirme ce que disait Jacques sur la nécessité de segmenter ce que vous faites. Le marché de l'emploi, ça veut rien dire, parce que le marché de l'emploi sur le transport, c'est pas le même que sur le bâtiment, c'est pas le même que sur le divertissement et la culture, etc. Donc, il est très vaste, le marché de l'emploi. Donc, vous êtes bien obligé d'aller chercher des informations sur le secteur qui concerne vos activités et vos clients. Les OPCO donnent des indications. Les OPCO sortent des études ou des prospectives sur l'évolution des emplois, mais pas que. Questionner aussi, questionner les directs. Allez voir sur le site consacré à la formation, sur le site public, qui relève de la formation. Là, vous aurez aussi des indications. Récemment, les directs avaient sorti par exemple les métiers en tension, ou les métiers sur certains sur certains secteurs d'activité. Donc c'était intéressant effectivement de s'emparer de cette veille pour voir nous concrètement comment on peut faire derrière, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution, quelle offre on peut. Les Cariforef aussi en font beaucoup. Cariforef, Cariforef sont très très actifs. France Compétences,
Le journal officiel vient de publier dimanche matin la liste de 525 titres professionnels enregistrés à France Compétences depuis la création de France Compétences. Donc 525 métiers, d'accord, et 216 certifications de compétences. Mais c'est une source incroyable et très enrichissante. D'idées, oui. Nous en parlerons dans notre prochain webinaire du 22 avril. Voilà. Ça aussi, c'est une source d'information. Vous voyez, on a des choses très étonnantes. Hein. Voilà. Mais on voit quand même qu'il y a un dynamisme derrière ces 525 titres professionnels et 216 compétences, et que vers une nouvelle société de compétences a du sens. Hein. Moi, je trouve. Voilà. Alexa, tu reprends là où tu en étais. Alors, mon teasing du coup a fait flop, mais c'est pas grave. Donc, donc les méthodes agiles, en fait, elles sont nées de la signature en 2001 d'un manifeste agile par 17 professionnels du développement logiciel. Donc, c'est dans cette culture-là qu'il faut aller chercher les méthodes agiles. On le comprend, hein, forcément, la production de code informatique et tout ce qui est technique en général doit évoluer très, 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 très vite. Donc, pour eux, développer ces méthodes qui prônent des cycles courts avec des équipes pluridisciplinaires qui travaillent de façon synchronisée, on parle de travail collaboratif avec un même objectif, c'était essentiel. Voilà. Donc ces méthodes, elles se sont avérées finalement d'une efficacité redoutable et elles ont permis d'introduire plus de réactivité, d'adaptabilité, de collaboration et donc de répondre à nos défis. Et j'en reviens à la première diapositive sur ce monde VUCA dont nous parlions. Donc cela sous-entend quoi d'être agile? Parce qu'une fois qu'on s'est dit ça, on s'est rien dit. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend très simplement déjà avoir une capacité d'absorber, de bien vivre le changement, voire de l'imaginer en opportunité. C'est un atout finalement le changement si on le regarde comme ça, mais pour autant c'est un entraînement, cette vision positive du changement. Ça va pas se décréter. Deux facteurs vont pouvoir vous aider à appréhender le changement de façon positive. Finalement, c'est déjà de lever les incertitudes, parce que pour le cerveau humain, il n'y a rien de pire que les incertitudes. Donc, comment lever les incertitudes? Eh bien, effectivement, toute cette veille et toute cette appréhension de votre marché va vous permettre d'être moins incertain. Vous allez mieux cerner votre cible et vos enjeux. Et puis, proposer à vos équipes aussi un environnement qui soit psychologiquement sain et qui les sécurise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner des objectifs clairs, qui soient atteignables, qui soient avec des délais finalement réalisables et des possibilités de formation continue pour entretenir et développer leurs compétences en permanence. Là, vous voyez encore une fois les liens avec ce que propose Calliope. Donc voilà, on parle de tout ça. Autre caractéristique qui va être importante pour être agile, c'est finalement de mettre en place des boucles de feedback, d'évaluation qui soient finalement assez rapides parce que effectivement, s'il y a des modifications à faire, il faut en tenir compte très rapidement. Comme ça, vous êtes toujours adapté. Et là, de quoi parle-t-on? Effectivement, c'est tout ce critère 7 de Calliope qui vous invite à être en prise avec vos parties prenantes, à les interroger et à vous améliorer en continu. Enfin, pour être agile, finalement, pour avoir une vision vraiment 360 de votre organisation, qu'est-ce qui est important? C'est aussi de vous appuyer sur vos équipes et de constituer des équipes qui soient pluridisciplinaires. Puisque si vous allez chercher dans chaque partie de votre organisation des personnes qui sont en capacité justement de vous informer sur comment elles travaillent et comment elles fonctionnent et vous les mettez ensemble de façon intelligente, eh bien, vous allez pouvoir optimiser vos méthodes de fonctionnement. Voilà. Et là, on en vient à notre fameuse intelligence collective. Et si tu veux bien, Michel, on pourra passer à la diapo suivante pour faire ce fameux lien avec Calliope. Voilà. Alors, si on pense que l'intelligence collective, elle passe par cette marguerite là où on va vous proposer de clarifier vos enjeux et votre vision, eh bien, on fait tout de suite le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure tous les deux, la connaissance de son marché et le marketing de son offre, donc dans le critère 1. On va aussi, bien sûr, interroger
sont ses clients et ses apprenants, et donc là, on est en lien avec le critère 2, ça nous permettra à la fois de clarifier nos enjeux, mais aussi de co-construire le cadre de fonctionnement avec ces fameuses parties prenantes qui nous sont essentielles. On va vous demander de trouver les bonnes personnes aux bons endroits, donc à la fois de maîtriser les moyens, les compétences nécessaires à la mise en œuvre de vos formations et d'entretenir, de gérer ces compétences pour qu'elles soient toujours les bonnes. Et donc là, on est à la fois dans le critère 3, dans le critère 4 et dans le critère 5. On va vous parler de représentativité et de diversité. Et bien là, c'est ce que tu disais, Michel, c'est très important de penser aux personnes en situation de handicap et comment inclure ces publics-là, comment leur proposer des outils de compensation pour qu'elles suivent la formation de façon optimale. On va vous demander d'explorer toutes les possibilités, tous les possibles. Alors là, on est carrément effectivement dans la veille et dans les constats qu'on en tire. Et puis, pour boucler la boucle, eh bien, on va se tester, expérimenter, mesurer. Donc ça, ce sont nos indicateurs de performance, ce sont nos mesures de satisfaction et donc tous les retours de nos parties prenantes qu'on va intégrer dans nos process pour capitaliser sur ces fameux feedbacks et donc s'améliorer en continu. Si on est donc dans cette intelligence collective, on colle parfaitement finalement aux attendus du référentiel. Voilà. C'est bien cette idée de la roue de Deming. Hein. Vous irez chercher, pour ceux qui connaissent pas, D-E-M-I-N-G sur Internet. Vous verrez, c'est vraiment l'illustration de ça. Deming était un sociologue, je crois, danois, il me semble, qui a travaillé avec Stewart. Ils étaient deux, il nous reste que Deming, mais ils étaient deux quand même, et qui ont créé ce système d'amélioration continue dans lequel, eh bien, on planifie ce que l'on va faire, c'est le plan. Hein. On fait ce que l'on a planifié, c'est le do, hein, plan do. Donc on réalise, on fait, on met en œuvre. Et ensuite, on contrôle, check ce que l'on a fait. Est-ce qu'il y a des écarts entre ce que l'on a fait et ce que l'on avait planifié? Est-ce que ce que l'on a fait colle bien à la réglementation? Est-ce que ça colle bien à l'ère du temps? Est-ce qu'on a diffusé des compétences qui sont pas obsolètes? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'aléas, d'incidents? Voilà, on tire un peu un bilan de ce qu'on a fait et en fonction de ce contrôle que l'on a fait, on va faire un plan d'action, d'amélioration pour dire la prochaine fois, on va faire un petit peu différemment pour corriger telle ou telle chose ou faire attention que ce qui va bien continue à aller bien. Hein. Pas s'endormir sur nos lauriers parce que la concurrence va nous dépasser vite fait aussi, et pas seulement la concurrence, mais nos apprenants ils vont dire ouais, mais d'accord, mais là c'était bien ce que vous faisiez il y a 3 ans, mais c'est dépassé aujourd'hui. Hein, vous aurez peut-être dû voir que ce que vous faites aujourd'hui n'a plus cours. Donc d'un seul coup, vous allez dire mais pourquoi on perd des clients? On perd des clients parce que ce qu'on faisait est dépassé. Alors c'était très très bien ce qu'on faisait il y a 3 ans, mais on s'est endormi sur nos lauriers. Donc ce système d'amélioration continue ne consiste pas non plus seulement à aller voir ce qui fonctionne pas et améliorer ce qui fonctionne pas, mais à continuer d'être en amélioration continue. On injecte tout ce qu'on a vu dans notre veille et notamment sur nos concurrents, sur les marchés, sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. Tout ça, c'est bon à prendre pour s'améliorer en fait. On n'est pas dans l'amélioration juste à partir des réclamations ou des suggestions d'amélioration de nos parties prenantes. On est aussi, parce qu'on est chef d'entreprise, en veille par rapport à ce qu'il faut pour qu'on soit, je le disais, toujours la meilleure version de nous-mêmes. On le fait tous finalement. Calliope nous demande juste d'être organisé par rapport à ça. Ces opportunités, on en voit passer tous les jours. Maintenant, il n'est pas rare qu'on se dise oui, ça c'est important. Bon, je l'ai dans ma tête, je le noterai plus tard, je le ferai plus tard. Et puis voilà, on se laisse emporter. On est tous comme ça finalement. Donc là, on nous oblige pour le meilleur, à nous organiser là-dessus et donc à saisir toutes ces opportunités au passage. Comme le disait Molière, on fait de la qualité sans le savoir. C'est ça. Ça nous permet d'interroger le sans savoir. Et maintenant, on sait, on est en mesure d'essayer de démontrer qu'on
qu'on gère des processus qui nous permettent de gérer cette intelligence collective et puis aussi la conclusion du mot intelligence collective de cette Marguerite, c'est que, encore une fois, dans Datadoc, il s'agissait d'envoyer un dossier à l'autre bout de l'Internet. Ici, il s'agit de mobiliser toute l'équipe pour dire, parce que tout le monde est concerné dans dans ce travail, n'est-ce pas, Jacques? Complètement, Michel. Hein, Oui, voilà, il faut inclure bien sûr les personnes qui vendent vos formations, les personnes qui font l'administratif de vos formations, les personnes qui vont gérer la partie peut-être digitale de vos formations, vos ingénieurs pédagogiques, vos formateurs. Tout le monde a de bonnes idées et ce serait dommage de ne pas en profiter. Ils sont en prise avec leur domaine d'activité qui n'est pas celui qui n'est pas celui du dirigeant de l'organisme. Lui, s'il est très très bon, il va avoir une vision précise de tout. Mais bon, faut vraiment qu'il soit très 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 bon. Donc, s'il s'entoure des personnes qui vont lui faire les bons retours, il va être encore meilleur et prendre les décisions qui s'imposent. Jacques, tu voulais ajouter Oui, j'ai quelque validé. chose? Non, mais c'est simplement pour, vous l'avez dit, hein, très bien dit, c'est de mettre en communication tous les services support, et pas que support d'ailleurs, hein, de l'organisation. Je pensais que c'est là que l'enjeu, il est là d'une certaine façon. C'est sur cette base-là qu'on va réussir à avoir une offre, construire une offre pertinente, forte, robuste, avec une communication intelligente et en apportant le meilleur service possible aux clients, que ce soit le client entreprise d'ailleurs ou le client individuel, hein, quand il s'agit du traitement d'une demande individuelle. Voilà, la coordination entre les fonctions support, commercial, administratif et la fonction pédagogique, c'est un truc qui est essentiel. Et là, on a ça à l'indicateur 18, montrer que vous avez une coordination qui fonctionne. Parce qu'effectivement, les acquis que les apprenants vont avoir à l'entrée, ça peut être vérifié par l'administratif. Mais l'administratif doit communiquer au formateur, hein, qui va pouvoir adapter sa formation au positionnement du public qu'il va avoir. Ces renseignements-là, le support pédagogique peut les avoir reçus du support administratif ou commercial. Oui, et puis c'est ça qui est intéressant. Ça renvoie aussi à l'outillage que vous allez mettre en place dans votre organisation, un outil de gestion, à la fois du gestion administrative, on va dire, des conventions, mais derrière ça, un outil de gestion de la relation client plus largement, qui vous permettra d'avoir la traçabilité des activités, des communications ou des contacts que vous avez avec un client. Et ça, c'est absolument indispensable, hein, quand on commence à rentrer dans une démarche de qualité. Il faut qu'on ait absolument la traçabilité de toutes les activités qu'on a avec un client, que ce soit un client entreprise d'ailleurs ou un client individuel. Donc, on voit bien derrière ça qu'il y a des enjeux aussi en termes d'outils à mettre, de ressources techniques à l'interne, hein. Alors ça, naturellement, ça, il faut le mettre en perspective avec votre projet, le périmètre de votre organisation. Mais c'est important. Il y a tout ce qui renvoie, si vous faites de la prospection, à la nature du fichier sur lequel vous allez travailler, en restant conforme RGPD bien sûr, mais la manière dont vous allez communiquer avec votre marché. Donc, ce sont des éléments naturellement extrêmement importants à prendre en compte dans une réflexion projet, hein, de manière générale. Maintenant, je pense qu'il faut aussi qu'on ait un mot pour les personnes qui nous suivent là et qui sont seules dans leur organisme, qui sont des indépendants. C'est tout à fait pertinent pour vous aussi, parce que là, effectivement, on parle d'équipe, on parle de fonction support, et vous êtes votre seul support. Et je vous comprends, puisque je suis moi-même seule dans mon organisme de formation, donc je vois très bien ce que ça demande. Mais de le voir ainsi, moi, ça m'a beaucoup aidé pour construire mon propre système de management qualité. J'allais dire, c'est même encore plus vrai parce qu'on n'a pas de garde-fou. Donc, on est rarement aussi bon en administratif qu'en formation ou en commerce qu'en administratif, etc., etc. Donc, d'avoir cet appui-là, cette discipline-là, finalement, c'est très aidant. Parce qu'on va aller justement réinterroger nos zones d'ombre, nos zones de moindre compétence et être tranquillisé par ça. Voilà. Donc, faut pas avoir peur de Calliope quand on est indépendant. En général, quand on est indépendant, on a
un catalogue de formation qui est quand même moins étendu qu'un organisme de plus grosse importance. Bon, c'est un peu une lapalissade de le dire comme ça, mais c'est pour la plupart du temps effectivement le cas. Donc, on va, même si ça nous paraît plus difficile à gérer en étant seul, finalement, comment dire, le suivi va être aussi en rapport avec ce catalogue moins important. Donc, si vous avez développé votre méthodologie et que vous vous y tenez, parce que Calliope, c'est aussi un audit tous les 18 mois et c'est important une fois qu'on a mis en place les choses, de les tenir dans le temps. Donc, attention à ça. Ne partez pas sur des usines à gaz. C'est très important que vous puissiez vous approprier votre dispositif et le tenir. Voilà. Donc, c'est très aidant. Qu'on soit petit, moyen, de plus grosse importance, c'est très aidant de s'appuyer sur ces critères et ces indicateurs pour être en parfaite corrélation avec les attendus de son marché. Avant de passer, de retourner aux questions de nos amis qui sont présents, comme il nous reste une dizaine de minutes, on va passer la parole à Jacques pour la dernière. Oui, la dernière diapo. Oui, donc voilà. Ça c'est. Tu pourrais aussi la commenter, Michel, et Alexa aussi, hein, dans la perspective Calliope. Je l'ai en partie évoqué tout à l'heure. C'est l'optimisation de l'expérience client et apprenant, quoi. L pour learning et U pour user. Hein, bon. Donc c'est vraiment une démarche importante à mettre en place. En tout cas, il y a un enjeu autour de l'expérience client apprenant. Donc j'ai bien distingué tout à l'heure ce qui relève on va dire la relation client prestataire, de l'expérience pédagogique qu'un apprenant va vivre dans la formation. Bon. Donc il y a l'idée de parcours déjà. Il y a l'idée de parcours. Je pense que dans Calliope, il y a un parcours d'une certaine façon. Hein. Michel, Alexa, vous pourrez aussi l'évoquer tout à l'heure, mais ça vaut le coup déjà de repérer quels sont, de cartographier les parcours clients. Le parcours client, il démarre quand la personne se contacte, va sur Internet et tape dans Google, il fait une requête dans Google. Hein. Ça commence là, le parcours client, et il se termine pas à la sortie de la formation, mais il peut se terminer 3 mois après, quand on envoie par exemple un questionnaire d'évaluation à froid, d'acquisition des compétences. Voilà. Donc on voit bien que c'est quand même c'est un aspect à prendre en compte. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'à chaque étape du parcours, vous identifiez les points de contact du client, que ce soit une entreprise d'ailleurs ou un individuel, avec vous, les points de contact, et voir comment vous traitez ces points de contact. On voit qu'avec le CPF, le parcours, il est clair. Hein. Il est même normé, il y a même des critères de réponse, des délais de réponse qui sont imposés dans mon compte formation. Et qui répondent à une exigence de qualité. Et donc ça, il faut bien l'avoir en tête, bien le prendre en compte. Donc là, on a identifié ce qui relève de la communication, bien sûr, la qualité de votre site internet, le fait qu'on puisse avoir des requêtes relativement facilement, avoir l'information rapidement, l'accueil. Mais on voit que la réalisation naturellement de la formation et le suivi. C'est tous les ressentis rationnels ou émotionnels que votre interlocuteur va vivre quand il sera au contact de votre organisation. Donc ça vaut le coup effectivement de le prendre en compte, sauf qu'aujourd'hui le point de contact est souvent digital, hein, il n'est pas très physique en ce moment, hein, avec la crise. Et puis donc ça c'est un élément de l'expérience client. Et puis il y a aussi la qualité de votre offre, hein, votre capacité à investir des modalités pédagogiques peut-être nouvelles. Réfléchissez aussi à l'introduction du digital sans que ça devienne un gadget pédagogique, parce que c'est ça le risque, hein, c'est que le digital, ça peut vite devenir un gadget pédagogique, mais une utilisation intelligente du digital dans votre offre, ça participe clairement de l'expérience apprenant. Un apprenant peut avoir une très belle expérience pédagogique, parce que tout simplement, il va avoir accès à des contenus, il va pouvoir suivre des vidéos, des podcasts, il sera accompagné dans le cadre de tutorat. Et ça, c'est vraiment important, ça augmente la valeur ajoutée de votre offre. Indicateur 19. Exactement. Mais c'est du boulot, parce que le distanciel, le digital, c'est 2 fois plus de temps de conception, 2 fois plus de temps de mise en œuvre, et c'est 2 fois plus d'intelligence pédagogique, hein, que le présentiel. Donc, mais c'est un investissement qui vaut le coup en réalité. Donc, ça peut être pris en compte dans votre réflexion quand vous êtes dans Calliope.
parce que tout simplement, ça va vous permettre d'augmenter peut-être votre réputation, votre notoriété sur un marché, même si vous êtes sur un marché de niche, hein, même si vous êtes sur un indépendant, vous êtes effectivement sur un marché relativement restreint, vous pouvez très bien développer une très forte compétence, une très forte valeur ajoutée à travers la qualité de votre offre, même si elle est relativement limitée. Donc, mais cette notion de parcours, Michel, quand on reprend les indicateurs, elle existe, hein, de la prise d'information jusqu'au suivi, hein, on voit bien, et elle est normée. Complètement. Voilà. Si on parle du parcours apprenant, parcours apprenant, c'est la base de Calliope, c'est-à-dire que c'est notre apprenant qui est au cœur des préoccupations de Calliope, c'est pas la réglementation ou autre chose. Et là, je te faisais un clin d'œil en faisant référence à l'indicateur 19 dans ce que tu disais, puis l'indicateur 19 nous dit et qu'est-ce que vous mettez en place pour que les apprenants puissent s'approprier les contenus pédagogiques que vous leur apportez. Eh ben, c'est complètement la réponse que tu apportes, c'est complètement ça. Donc on ne doit pas se contenter de dire bah tiens, je vous délivre une formation le matin de 9h à 17h et au revoir. Comme m'a dit un jour quelqu'un, moi je fais de la formation, mais si je vendais des petits pois, ce serait pareil. Donc voilà, on n'est pas tout à fait dans cette logique-là si on veut vraiment avoir une entreprise de formation. Et aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, c'est la puissance de la recommandation, de l'avis. Hein, voilà, le taux de satisfaction, par ailleurs, mais il y a d'autres critères à prendre en compte. Et là, pour le coup, il est diffusé. Donc on peut pas négliger cet aspect-là. On peut pas le négliger parce que tout simplement ça impacte à la fois votre réputation, donc le développement potentiel de votre activité. Il existe de manière très claire dans mon compte formation, puisque quand on va passer d'ailleurs, quand on va passer à la version 3, 4 ou je sais pas, cette idée d'évaluer, de donner la parole au client pour qu'il évalue la qualité de la formation qu'il a suivie, ça va devenir une donnée fondamentale. Donc, la Caisse des dépôts parlait au début de sa mission de faire le Learning Advisor, le TripAdvisor, le TripAdvisor de la formation professionnelle. Donc le Learning Advisor, voilà, on n'en est pas là, mais en fait c'est quand même, et je vous signale que Pôle Emploi le fait déjà aussi depuis longtemps, hein, c'est-à-dire que quand vous avez un financement Pôle Emploi, ensuite Pôle Emploi envoie un questionnaire aux bénéficiaires de la formation, et puis les réponses du questionnaire des personnes formées sont publiées sur un site qui s'appelle Anotea. Oui. Voilà. Et ben c'est super important d'être en veille sur ce que racontent nos stagiaires Pôle Emploi sur le site de Anotea, puis même de leur apporter des réponses, parce qu'on peut répondre aux réflexions qui ont été faites sur Anotea. Donc, et ça, ce site devrait, à mon avis, se développer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les financeurs devraient arriver vers ce système-là. Et ce qui fait que quand on nous demande de leur écrire pour savoir ce qu'ils ont pensé de notre formation, moi je leur écris pour savoir avez-vous posé un questionnaire aux personnes que vous avez financées, vous ont-ils répondu? Je ne sais pas trop quoi leur demander d'autre. Hein. Et donc, Pôle Emploi, c'est pas la peine que je l'écrive puisqu'ils ont annoté par exemple. Mais ça va être des outils qui vont être précieux et qui confirment ce que l'on dit. Et le thème de notre webinaire, c'est vous êtes des entreprises de formation et pas seulement des prestataires comme ça. Voilà, nous devons. Je crois qu'on a fini. Moi, j'ai. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions en revanche? Alors voilà, donc il nous reste à répondre à quelques questions avant de vous quitter. Alors. Un formateur indépendant pour être entre guillemets soumis à Calliope, personne n'est soumis à Calliope, mais la raison, le fait générateur de demander à être certifié Calliope, c'est de recevoir de l'argent public ou mutualisé, c'est-à-dire recevoir un financement, soit d'un OPCO, soit d'une région, soit de l'État, soit de l'AGFIP, soit de la Caisse des dépôts et consignations, soit de Transition Pro, etc. Donc, on a 7 financeurs. Si je reçois de l'argent de ces 7 financeurs, alors je dois être Calliope.
C'est celui qui reçoit l'argent du financement qui doit être Calliope. Si vous êtes sous-traitant et que c'est pas vous qui recevez l'argent et que vous recevez jamais d'argent en direct, Calliope ne vous concerne pas. Ça ne vous empêche pas de demander à passer la certification Calliope, hein, mais vous n'êtes pas obligé. C'est pas vous qui recevez le flux financier en provenance des financeurs. Encore une fois, Calliope, c'est les financeurs nous disent on vous donne 15 milliards d'euros par an, c'est plutôt 20 milliards en 2020, hein, avec le FNE. Bien. Alors, montrez-nous que quand on vous donne un petit peu de cet argent, vous avez tout mis en place pour que la formation qu'on a financée soit une réussite. On sait bien que quelquefois ça marche pas, mais quand ça n'a pas marché, qu'est-ce que vous faites pour que ça marche la prochaine fois? Et là, on boucle sur notre système d'amélioration continue. Vous m'excuserez, mais personnellement, je trouve pas ça du tout illégitime. Je voudrais juste revenir sur cet aspect-là. Même sans être sous-traitant, vous pouvez très bien être prestataire d'actions de développement de compétences sans jamais faire appel à des fonds publics. Aussi. Voilà, c'est tout à fait possible. Aussi. Si c'est le cas, je vous dis, lancez-vous quand même dans Calliope parce que c'est un formidable outil de réassurance pour vos clients en réalité. C'est ça, Calliope, c'est un élément de réassurance. C'est ça. Alors là, tu voilà, viens donc c'est en termes d'image, quand une entreprise de formation, une entreprise va choisir entre deux organismes, il y en a un qui est Calliope, l'autre qui ne l'est pas. Je pense que la certification prendra toute son sens, me semble-t-il. On est bien sur le marché financé d'un côté, oui. Où on est obligé d'avoir la certification Calliope, et sur le marché non financé, où quand même, effectivement, à proposition égale, j'ai deux organismes de formation. Il y en a un qui a un logo République française Calliope et l'autre qui l'a pas. Le logo République française m'inspire plus confiance que rien du tout. Vous voyez, donc effectivement, il y a une valeur ajoutée, quoi qu'il arrive, à être Calliope. Alors après, sur certains marchés, on est obligé d'avoir d'autres certifications. Moi, je raconte souvent mon expérience avec un client où je lui demandais mais pourquoi tu es OPQF et ISO 9001? Je suis au PQF parce que je parle au marché de la formation professionnelle, je fais 1,5 million de chiffre d'affaires et dans mon 1,5 million de chiffre d'affaires, j'ai 2 groupes internationaux. Si je suis pas ISO 9001, je perds les contrats. Bon, c'est des motivations particulières. Donc, la motivation pour Calliope, c'est de recevoir des fonds publics ou mutualisés ou de se valoriser Exactement. Sur le marché, qui est une question importante. Alexa. Oui, petite précision aussi, hein, quand tu dis c'est celui qui reçoit les fonds qui doit être Calliope, alors ça ne veut pas dire que si vous ne faites jamais de subrogation, vous êtes dispensé de Calliope. Ça veut dire à partir du moment où vous, en direct, ou votre client a fait appel aux fonds publics ou mutualisés, c'est là que l'obligation intervient. Parce que effectivement, hein, très souvent, c'est le client qui se fait régler la formation et l'organisme de formation n'a pas directement affaire aux financeurs. Oui. Et c'est important. Je le dis parce que de nombreuses fois dans mes accompagnements ou dans les audits, j'ai entendu mais moi de toute façon les financeurs, je peux pas leur demander leur satisfaction ou non parce que je suis jamais en contact avec eux, ça passe par le client. Il n'en reste pas moins que ils vous financent. Oui, parce que l'argent a été payé par la personne qui s'est fait rembourser par le financeur, mais c'est comme si le financeur m'avait payé moi en direct quand même. Donc bon, effectivement, il y a la subrogation ou le remboursement qui sont deux choses différentes. Par exemple, on a un financeur comme le FIFPL qui ne fait que du remboursement. Bon, ça n'empêche que j'ai les adresses du FIFPL et que je peux quand même leur écrire. Maintenant, vont-ils me répondre, c'est une autre chose. Avant juste de terminer, je voulais quand même que l'on traite de la question rapidement sur la sous-traitance. Quelle est la définition de la sous-traitance? Alors j'ai envie de dire que vous avez deux types de sous-traitance. J'ai encore eu le cas ce matin de quelqu'un qui me disait mais est-ce que mes sous-traitants formateurs ont vraiment besoin de leur numéro de déclaration d'activité? Je dis on se met par rapport à cette question-là non plus sur le plan de l'obligation de numéro de déclaration d'activité mais sur le plan assurantiel.
Vous avez une personne qui, d'un point A à un point B, ça peut être le matin à 9 heures jusqu'à 17 heures ou le lundi 9 heures jusqu'au vendredi 17 heures. En tout cas, il y a une personne qui est responsable d'une autre personne ou d'un groupe de personnes. Elle est responsable sur le plan juridique, sur le plan administratif et sur le plan pédagogique. Bien. Si c'est cette personne qui a la responsabilité de cette personne ou de ce groupe, alors elle a besoin d'un numéro de déclaration d'activité parce qu'elle va facturer de la formation. Et si elle facture de la sous-traitance, de la prestation de service, pas de la sous-traitance, alors, en cas d'accident, parce que nous avons affaire à des personnes humaines et il peut se passer n'importe quoi pendant la formation, à ce moment-là, il y a un accident et l'assurance va venir voir, dire « Ah mais la personne qui était en responsabilité du groupe, là, elle était formatrice, pourquoi elle facture de la prestation de service ?» Ah je sais pas. Oui, si elle facture pas de la formation, c'est qu'elle n'était pas formateur. Elle n'avait pas de numéro de déclaration d'activité, alors elle n'avait pas la posture ni la qualification de formateur. Donc moi, l'accident, je ne l'assure pas. Terminé. Donc vous devez avoir un numéro de déclaration d'activité et une responsabilité civile professionnelle. Point. Voilà. Alors, c'est ça la qualification de sous-traitant de formation. Maintenant, si dans le cadre de la formation, vous faites intervenir une personne qui vient faire une démonstration, une conférence, quelque chose, mais cette personne n'a pas la responsabilité du groupe, ni juridique, ni pédagogique, ni administrative, alors cette personne-là peut faire une facture de prestation de service. Mais elle n'est pas formateur, elle n'est pas en charge de la formation. Ouais. C'est important de bien savoir de quelle sous-traitance on parle. Parce que je peux bien faire appel à un traiteur qui va me livrer des plateaux repas pendant ma formation. C'est un sous-traitant, mon traiteur. Mais il n'a pas besoin de NDA. Oui, mais c'est ça. C'est effectivement en termes de responsabilité que ça se définit. D'ailleurs, si vous allez chercher la définition sur le sous-traitant de la formation, dans le cadre de la formation, c'est bien ça. Est-ce qu'il a la responsabilité du groupe? Donc, si vous faites vos formations en binôme avec quelqu'un et que vous êtes présent tout du long et qu'il intervient effectivement sur 2 heures sur votre module, pas de problème, il n'a pas besoin de numéro de déclaration d'activité. Vous êtes là, vous encadrez, vous êtes en responsabilité. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais pour tous les autres cas où il est en autonomie et que vous n'avez pas moyen d'avoir une maîtrise sur ce qu'il fait, sur comment il le fait et potentiellement les dommages qu'il pourrait produire, là, effectivement, non, le numéro de déclaration d'activité est totalement obligatoire. Alors voilà, nous avons terminé, je crois, pour aujourd'hui. Ça fait déjà 1h30. Alors je voulais vous remercier d'abord, Alexa et Jacques, pour la qualité de ces échanges. Alors où est ma flèche? Voilà, ici. Alors on nous pose la dernière question qui est quelle est notre. Alors d'abord vous avez nos coordonnées, si vous voulez joindre Jacques ou Alexa ou moi, vous avez nos coordonnées ici. Et puis, pour répondre à la question quel est le sujet de notre prochain webinaire, eh bien, nous allons cette fois mettre en valeur l'équipe de CFS+, avec 2 personnes de notre équipe, Aurore Chigolet et Gabriel Bonabo. Nous allons vous parler de 10 points nécessaires pour rendre une formation professionnelle éligible au CPF. C'est-à-dire, c'est l'occasion de la publication au journal officiel de 525 titres professionnels enregistrés au répertoire national et 216 certifications de compétences enregistrées au répertoire spécifique, qui nous donne l'occasion de faire un petit peu le point sur comment rendre sa formation certifiante, parce qu'on nous interroge tous les jours sur ce sujet-là, et on expliquera que le répertoire national RNCP ou le répertoire spécifique, ce ne sont pas des catalogues de formation. Voilà. Pour en savoir plus, rendez-vous le 22 avril à 14h30, ici même. Merci à vous et merci de votre attention. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.